mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Et tous les quotidiens israéliens, les sites d'information, tout comme les principaux médias israéliens consacrent ce matin leurs manchettes et leurs pages d'ouverture à ce que l'on pourrait considérer comme un véritable drame social qui est en train de se produire en Israël avec l'annonce par la direction du consortium pharmaceutique Teva du limogeage prochain de plusieurs milliers d'employés en Israël, sans compter des milliers d'autres qui doivent être licenciés à travers le monde. La Histadrut, la grande centrale syndicale israélienne, a décrété à l'annonce de ces licenciements une journée de grève, ou on va dire plus exactement 4 heures de grève nationale dans la société israélienne pour dimanche. Tout devrait être fermé ce jour-là en Israël pour protester contre ce mouvement de licenciement dans Teva. On parle même de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion pendant 4 heures dimanche, donc en milieu de journée. Le Yediot Aharonot consacre la quasi-totalité de sa une ce matin à ce qu'il appelle en titre, avec un jeu de mots, un coup de la nature. Teva signifie en effet nature en hébreu, et il croit savoir, le Yediot Aharonot, qu'un fonctionnaire du consortium sur 2 sera limogé. Le quotidien Haaretz, lui, mentionne ce titre et à la une résume en quelques lignes ce drame des employés de Teva. Ce sont eux qui payent aujourd'hui les terribles erreurs de gestion de leur direction. Les directeurs de ceux qui sont les premiers responsables, eux, sont déjà partis avec des parachutes en or et des millions de shekels de primes qu'ils n'ont pas méritées. Écrit ce matin le Haaretz. Les commentateurs israéliens réagissent également massivement à ce développement et pour la plupart, ils s'insurgent contre la conduite des affaires par Teva au cours des dernières années. Et il souligne en particulier qu'au fil des ans, Teva a reçu de la part du gouvernement israélien de très substantielles réductions d'impôts, et ce pour encourager le consortium à employer toujours plus de salariés israéliens et donc réduire le taux de chômage dans le pays. Et aujourd'hui, après que la direction ait commis une immense gaffe, entre autres en achetant un consortium rival pour la bagatelle de quelques 40 milliards de shekels, Teva bafoue sa parole et licencie des milliers d'ouvriers. Au sein de la Histadrut, la centrale syndicale, on entend donc mener une campagne sans merci pour persuader la direction de Teva de revenir sur sa décision. Il y a quelques instants, l'économiste Jacques Bendelach nous expliquait qu'il était peu probable que Teva revienne sur cette décision et que la Histadrut n'avait pas le pouvoir de modifier le programme de redressement, le plan de redressement du consortium israélien. Dans le Yediot Aharonot, Sever Plutzker, qui est le rédacteur en chef économie du journal, affirme que ce sont les patrons du consortium qui doivent payer leurs égarements. Et le journal publie sur sa une 2 informations qui paraissent scandaleuses. Le salaire du nouveau directeur général de Teva, l'homme qui va limoger donc des milliers de fonctionnaires en Israël, mais aussi à travers le monde, s'élèverait à, tenez-vous bien, 35 millions de dollars par an. Et le journal nous montre également la splendide Jaguar de l'un des patrons de Teva. Pour la 3e soirée consécutive, le système de défense antimissile d'hommes de fer a été actionné durant la nuit sur le pourtour de la bande de Gaza. En effet, 3 roquettes ont été tirées à partir de Gaza en direction du territoire israélien. 2 des 3 roquettes ont été interceptées par d'hommes de fer. Et la 3e se serait abattue, comme le comble de l'absurde, sur une école dans la bande de Gaza, sur une école de l'UNRWA, l'organisation des réfugiés des Nations Unies. Yossi Yoshua s'inquiète dans le Yediot Aharonot de cette répétition d'événements dans le pourtour de la bande de Gaza. Il parle de l'effondrement de la Harta'a, c'est-à-dire de la force de dissuasion israélienne, dans cette région, dans le sud d'Israël. Revenons à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Hier s'est tenu à Istanbul un grand sommet de l'Organisation de coopération islamique en présence de plusieurs chefs d'État arabes et de dizaines de leurs représentants. À l'issue de ce sommet provoqué par Tayyip Erdogan, le président turc, après la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, les pays membres ont publié un communiqué dans lequel ils réclament, à la demande de Mahmoud Abbas, la reconnaissance par l'ONU de Jérusalem-Est comme capitale de l'État d'Israël, et ils envisagent de réclamer également une remise en cause de la légitimité même de l'État d'Israël. Abbas s'est montré dans une intervention très ferme contre les États-Unis. Il a affirmé qu'il ne pouvait plus être médiateur dans le processus de paix. Abbas a également indiqué que les Palestiniens avaient l'intention de réclamer à l'ONU la reconnaissance
reconnaissance de leur État indépendant. Et le site Ynet parle d'une clause juridique que les Palestiniens pourraient faire avancer pour faire aboutir cette dernière démarche de reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Ce sommet de la coopération islamique est en manchette de certains des quotidiens israéliens, est en première page de certains quotidiens israéliens. Il est mentionné dans plusieurs sites d'information israéliens comme étant un développement important. Les médias et les sites d'information ont indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait affirmé hier qu'il n'était pas particulièrement impressionné par ce développement d'hier à Istanbul et par les déclarations faites par Mahmoud Abbas. Pour M. Netanyahou, la vérité triomphera. Je suis certain que finalement de nombreux pays suivront les États-Unis dans cette démarche et reconnaîtront également Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, a déclaré le Premier ministre. Le Haaretz lui cite un haut responsable à la Maison-Blanche qui affirme que la rhétorique d'Abbas n'a pas surpris. C'est cette rhétorique qui a empêché la paix de progresser et nous nous attendions à des réactions de ce type, affirmait donc ce haut responsable à la Maison-Blanche. Et c'est dans ce contexte que le vice-président américain Mike Pence arrivera dimanche dans la région pour une visite qui doit le conduire principalement en Israël et si les Palestiniens le veulent également dans une ville palestinienne où il pourrait rencontrer Mahmoud Abbas, bien que celui-ci pour l'instant refuse de le rencontrer. Durant son séjour, le vice-président américain Pence prendra la parole à la Knesset, ce qui est relativement exceptionnel, et il se rendra également au mur occidental pour l'allumage des bougies de Hanouka. Selon le Yediot Ahronoth, dans son discours à la Knesset, Mike Pence devrait préparer les élus israéliens et la population à l'arrivée d'un plan américain de règlement du conflit israélo-palestinien, et il réaffirmera l'engagement solennel des États-Unis à venir en aide à l'État hébreu et à garantir sa sécurité. Le site NRJ de ce matin mentionne qu'une quarantaine d'habitants juifs de Samarie se sont rendus hier dans le village palestinien de Bour et ont jeté des pierres en direction des maisons du village et ils ont été chassés de là par des patrouilles de l'armée israélienne. L'affaire Bitan, du nom du président de la coalition gouvernementale, suite mais pas encore fin. L'épouse de David Bitan a reconnu la semaine dernière, on l'a appris hier, elle a reconnu devant les enquêteurs de la police avoir reçu des enveloppes contenant des sommes d'argent en espèces. Il s'agirait de quelques 8000 shekels en espèces. L'interrogatoire du député prévu hier a dû être reporté, et cette fois à cause du décès du père de son épouse. Le Haaretz publie ce matin une enquête sur la confiance que les Israéliens ont envers leur armée, Tsahal, selon l'indice de démocratie annuel que le journal publie en cette fin d'année civile. Et en dépit de l'affaire Azaria, les Israéliens font montre d'un certain consensus envers Tsahal. Mais selon les données du Haaretz, la crédibilité de l'armée s'est quelque peu affaiblie, en particulier dans la droite nationaliste israélienne. Selon ces données, 88% de la population juive de l'État d'Israël fait pleinement confiance à Tsahal, soit une légère baisse de 2 points par rapport au même sondage l'an dernier. Et puis nous allons terminer cette revue de la presse, on va dire dans la continuité de la chronique d'Eliana Gurfinkel sur l'allumage de Hanouka et sur la fête de Hanouka. Le site NRJ nous relate qu'en cette fête de Hanouka, qu'une cérémonie d'allumage particulièrement émouvante s'est tenue le premier soir de la fête dans un Beth Chabad situé dans un lieu hautement symbolique et historique, puisqu'il s'agit du Beth Chabad de Munich, qui est situé en face de la maison où Hitler a vécu au début du nazisme, dans la capitale de la bière allemande. Hier soir, c'est Avraham Kreisberger, un rescapé de la Shoah, qui a été convié par le Rav Chabad de Munich à allumer cette première bougie. Au moment de l'allumage, celui-ci a déclaré « Il ne reste plus rien d'Hitler ni des nazis, mais moi qui ai vécu dans les camps, je suis encore là bien vivant et je me promène dans ces rues avec une véritable fierté juive », a déclaré donc Avraham Kreisberger. Le site NRJ qui relate cet événement explique que le mouvement Chabad Lubavitch d'Allemagne a procédé en ce premier soir de fête à 14 allumages différents dans 14 villes d'Allemagne par 14 rescapés de la Shoah. Il souligne que d'ailleurs, dans l'un des cas, le rescapé est décédé quelques heures avant le début de la fête et avant qu'il ne soit convié à allumer donc lui aussi une Hanoukia. Voilà donc une manière très impressionnante et émouvante de célébrer cette fête par le mouvement Lubavitch, Chabad Lubavitch en Allemagne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité. Nous n'avons malheureusement donc pas eu d'éditorial ce matin, mais on se rattrapera
demain et dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, nous attendons qu'Eliana revienne pour nous présenter les programmes de Cathy Choukroun qui vont suivre. En attendant, on va mettre une petite musique et on se retrouve dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.